Je vais vous parler d'une épidémie et on va changer un peu du coronavirus, on va parler de la maladie de la Valentine. Donc on est en 1810 et c'est le Premier Empire, donc Napoléon est empereur depuis 1804, ça fait 6 ans qu'il est aux commandes. À cette époque-là, l'Empire français n'a pas exactement la même configuration que la France d'aujourd'hui, vous voyez que c'est un peu plus élargi. Et puis surtout, Napoléon est très occupé avec la fin de la campagne d'Espagne qui vient d'avoir lieu dans les 2 années qui ont précédé, où il a envoyé quand même beaucoup de soldats français, 200 000, pour combattre contre les Espagnols qui sont à cette époque alliés aux Britanniques. Ça se solde par une victoire, entre guillemets, une victoire française. C'est une victoire relative parce qu'après il faut occuper l'Espagne. Évidemment, les Espagnols ne sont pas trop d'accord, donc ils résistent. Alors il faut envoyer encore plus d'hommes, 190 000 en 1810, à l'époque qui nous intéresse, et puis encore plus après, vous voyez, 350 000 en 1811. Et en même temps, Napoléon est occupé à préparer la future campagne de Russie, parce que les Russes ont levé le blocus qui était destiné à empêcher les Anglais de commercer. Et comme les Anglais sont les ennemis de l'Empire français à cette époque, ça déplaît beaucoup à Napoléon. Et il se dit, je vais aller envahir la Russie pour leur apprendre. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour avoir autant d'hommes, il faut mettre en place la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire de l'époque, où on impose à des jeunes hommes d'une vingtaine d'années d'intégrer l'armée de Napoléon pour aller en Espagne ou ailleurs, et après en Russie. Donc vous verrez pourquoi on parle de conscription plus tard. En même temps, Napoléon, qui est un homme très actif, pense à se marier tout en envisageant d'envahir la Russie, et donc il épouse le 2 avril précisément Marie-Louise d'Autriche, qui est une femme assez charmante, comme on peut le voir sur ce tableau d'époque. Donc le 2 avril, et alors 2 jours après, et ça n'a rien à voir, mais 2 jours après le mariage de Napoléon, un certain Pierre Théodore Dugas, qui est le médecin en charge des épidémies à Marseille, est chargé d'aller investiguer une épidémie qui a lieu au village de la Valentine. Et donc là, vous avez la copie de la lettre de l'adjoint au maire, au docteur Dugas, qui lui dit en gros, eh bien, faites-moi un rapport sur la maladie, ses causes, les moyens de la combattre et de la prévenir. Et vas-y, Dugas, va voir ça et fait un rapport. Pour ceux qui ne connaissent pas la Valentine, peut-être que vous savez tous où c'est dans la partie est de Marseille, là où j'ai mis une grosse flèche rouge. Alors, Marseille à l'époque, en 1810, c'est 75 000 habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a 100 fois plus, à peu près. Et le hameau de la Valentine, à cette époque-là, c'est, quelques années avant, c'est 379 habitants, donc un gros 400 habitants, essentiellement des paysans, des cultivateurs. Là aussi, depuis la Valentine, la population s'est multipliée par 100. Et vous voyez, il y a 2 rues, une rue principale, une église, et puis la rue de la Fontaine, qui est la 2e rue de la Valentine, et quelques maisons autour, et puis quelques fermes alentour, à quelques distances du petit bourg de la Valentine. Donc il y a deux publications de l'époque qui permettent de faire cette présentation. Il y a le rapport du docteur Dugas, mandaté par le maire pour aller voir ce qui se passe. Il est allé 7 fois à la Valentine pour faire ses investigations. Et il y a un autre rapport qui est celui d'un autre médecin, le docteur Fodéré. Et ça, c'est fait au nom de la Société de médecine de Marseille, qui apparemment n'aime pas trop Dugas. Il y a une certaine compétition entre les deux. Alors, donc, voilà ce qu'on trouve dans ces rapports. On a d'abord la description du patient 0, le premier qui a amené la maladie. Donc ça se passe début mars 1810, 3 conscrits, pour ça que je vous en parlais, 3 conscrits de 20 ans, qui sont déserteurs, qui ne voulaient pas aller faire la guerre d'Espagne, ont été pris et s'évadent pendant leur transfert de la prison d'Aix à celle de Toulon. Et ils arrivent à la Valentine et ils vont à l'auberge, une auberge. Ils sont hébergés là, ils tombent malades, il y en a 2 qui vont pas trop mal et qui quittent le village, qui continuent leur route, et le 3e, il est très mal, donc il reste à l'auberge.
Au bout d'un moment, l'aubergiste, inquiet peut-être de cette maladie, le vire de l'auberge et on le met dans une des maisons abandonnées du village où les femmes, essentiellement, vont aller s'occuper de ce jeune homme de 20 ans qui est malade. Les rapports disent pas s'il était charmant, mais apparemment, il n'y a que des femmes qui s'en occupent. Les symptômes qu'il présente, c'est fièvre, diarrhée, décrite comme sévère, céphalée, et il y a des symptômes de délire en fin d'évolution, et il va mourir, ce jeune homme, au bout de 23 jours de maladie. Alors, les rapports permettent de voir les autres cas, donc on en compte à peu près 28 de sûr, et vous voyez les dates de début de symptômes qui apparaissent un peu de manière groupée, quelques jours après le décès du jeune conscrit, du cas index, et puis on a quelques autres cas, un peu plus tard. Bon, et c'est pas 28 sur 400 villageois, c'est 28 sur ceux qui restent, parce que c'est un peu comme aujourd'hui, tout le monde a peur de la maladie et tous les villageois s'en vont pour aller dans la famille où ils peuvent, à Marseille, pour échapper à cette maladie qui fait peur à tout le monde. Ceux qui restent, c'est les malades et leurs proches qui s'en occupent, quelques femmes qui sont portées volontaires pour soigner les malades, et puis ceux qui sont trop pauvres pour aller ailleurs, qui n'ont pas les moyens de quitter le hameau. Donc sur ces malades, il y a une petite prédominance féminine. Ce sont des malades d'âge moyen. Alors l'âge moyen pour l'époque, c'est déjà beaucoup. 42 ans en 1810, c'est déjà pas mal, mais il y a quand même des personnes plus âgées. Il y a 4 enfants qui ont 7, 9, 14 et 16 ans. Et donc les chefs de famille, on retrouve l'aubergiste, des cultivateurs surtout, le pasteur protestant qui a une famille, un cordonnier, charpentier, maçon, et puis le cas index qui était militaire. Les symptômes décrits sur l'ensemble de la population, on a un début avec malaise, fatigue décrite comme intense, anorexie, céphalée, puis une fièvre qui est persistante, qui démarre 3-5 jours après les premiers symptômes. Il y a des signes digestifs, nausées, vomissements et diarrhée, mais le docteur Dugas met tout le monde sous purgatif, donc on ne peut pas trop conclure. Des signes de glossite et des signes à caractère neurologique, anxiété, cauchemar, sensation de mort imminente, prostration, stupeur. Dugas il écrit qu'il n'y a pas de signes cutanés et qu'il n'y a pas de signes respiratoires. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas mentionnés, c'est qu'il dit qu'il n'y en a pas. Il décrit 3-4 délires, quelques épistaxis, une surdité brutale, chez quelqu'un qui allait bien avant, un avortement et des escarres sacrés, ça c'est pas... Le taux de mortalité, il est de 9 pour 29 patients, soit 31%. Les symptômes durent 14 jours chez les patients qui vont guérir, on va dire spontanément ou avec les traitements de l'époque, et puis à peu près la même chose pour ceux qui vont mourir. Vous voyez que l'âge médian, le sex ratio est le même entre les guéris et les morts. Par contre, et ce n'est pas surprenant, ceux qui guérissent sont plus jeunes, 36 ans en âge médian, que ceux qui vont mourir, qui ont 59 ans d'âge médian. En termes de facteurs d'exposition, il y a une partie des malades qui ont eu un contact direct avec le cas index, 57% d'entre eux. Alors soit ils l'ont hébergé, c'est l'aubergiste et sa femme, soit ce sont les femmes qui ont donné des soins médicaux, apporté à manger aux conscrits, soit ce sont ceux qui l'ont, le pasteur aussi qui allait le voir tous les jours, et puis les gens qui ont participé à l'enterrement du conscrit une fois mort, qui l'ont porté et enterré. Et on a aussi 30% de cas indirects, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu de contact avec le malade initial, mais dont des membres de la famille ont eu un contact. Et ça se répartit sur 5 clusters familiaux. Voilà, et y compris, on mentionne un cas de quelqu'un qui ne vivait pas à la Valentine, mais qui est venu passer la journée, qu'on a profité pour aller donner quelques soins aux malades, et il est reparti et il a développé la maladie ultérieure. Donc, Dugas fait un diagnostic sur ces éléments. Il se base sur les données biblio de l'époque, il y en a un peu, sur le fait que le patient index venait de la prison d'Aix, c'est un prisonnier, et il sait qu'à Aix, au même moment, il y a une épidémie avec des symptômes similaires. Et il y a encore une autre épidémie chez les militaires du Fort Saint-Jean, qui sont stationnés au Fort Saint-Jean, qui évolue depuis février. Et son diagnostic, c'est une fièvre putride maligne des prisons, qu'on appelle aussi d'un certain nombre d'autres termes à l'époque,
fièvre des hôpitaux, fièvre gastrodynamique, fièvre des camps, fièvre des navires, fièvre des armées ou typhus carcérum. Donc le typhus exanthématique, quelques repères pour situer. Donc on est en rouge en 1810 à la Valentine. Les premières descriptions, elles datent de 1546 par un médecin italien. On confond longtemps le typhus avec la fièvre typhoïde jusqu'à ce qu'un certain Huxham dise que ce n'est pas la même maladie sur des critères cliniques. En 1800, on a les débuts des grandes épidémies de typhus dans les armées napoléoniennes. En 1810, notre épidémie. Il faut attendre 1909 pour qu'on mette en évidence le rôle des poux dans la vectorisation de la maladie. C'est Charles Nicolle qui le fera. Et c'est seulement en 1916 qu'on identifie la rickettsie responsable de la maladie. Alors, est-ce que la maladie de la Valentine est le typhus exanthématique? Il y a des arguments pour. Le temps d'incubation, qui est de l'ordre de 10 à 14 jours, avec des prodromes avant l'apparition de la fièvre. Dans le typhus, la fièvre est présente chez tous les patients, de même que les céphalées. On a une fréquence élevée des myalgies, arthralgies. L'atteinte du système nerveux central, 80% des patients qui ont un typhus, en théorie, d'après les publications que j'ai citées en dessous. La perte d'audition brutale est compatible avec le typhus. Nausées, vomissements, durée d'évolution également, le taux de mortalité, tout cela va grosso modo avec ce qu'on sait du typhus exanthématique aujourd'hui. Ce qui ne va pas, c'est que le docteur Dugas dit qu'il n'y a pas de lésion cutanée du tout. Alors que normalement, on peut avoir, alors les pourcentages sont variables, mais dans 20 à 60% des cas, un rash maculopétéchial, voire un purpura. Dugas dit bien qu'il n'y a pas de purpura. Il dit « j'ai vu personne avec un purpura ». Bon, il ne décrit pas de pouls de corps, ni de lésions de grattage, mais peut-être que c'est très banal dans les populations de la Valentine d'avoir des poux, et puis comme on ne sait pas que ça transmet la maladie, peut-être qu'il ne le dit pas, même s'ils sont là, j'en sais rien. Normalement, on a des signes pulmonaires dans le typhus, qui là, il écrit « il n'y a pas de signe pulmonaire ». Voilà, l'épistaxis, ce n'est pas typique du typhus, mais on sait qu'il y a une thrombopénie dans 40% des cas. Alors, je n'ai pas eu le temps, parce que je suis un peu occupé à autre chose, de faire la discussion du diagnostic différentiel. Donc, si quelqu'un veut m'aider plus tard, je sais volontiers. Ce qui est également en faveur de ce diagnostic, c'est le fait que les épidémies de typhus ont bien été décrites chez les soldats de la Grande Armée et aussi chez les soignants qui les ont pris en charge, et que ça a été confirmé donc par un travail de l'IHU qui a confirmé la présence d'ADN de la bactérie dans la pulpe dentaire de soldats. Alors, c'est un peu un mélange de soldats de la Grande Armée et de leurs ennemis, mais en tout cas, dans le charnier de Vilnius, on a confirmé qu'il y avait le typhus exanthématique dans les armées. Donc, je pense que c'est assez probable que ça soit ça, sur les arguments épidémiologiques, cliniques, même si ça ne cadre pas à 100%. Les populations militaires, carcérales, les soignants, c'était connu à l'époque pour être affectés par le typhus. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre que les populations civiles peuvent aussi être atteintes, en particulier sur toute la route de l'armée de Napoléon, où il y a tous ces déserteurs qui ne veulent pas y aller, et qui vont aller dans les villages et qui, malheureusement, vont contaminer la population. Voilà, je vous remercie. Il manque un petit bout, mais pour la prochaine fois, on discutera avec les gens qui connaissent bien.